Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder ensemble une toute nouvelle question qui mérite, à notre avis et à notre sens, que l'on s'y attarde quelque peu. Nous avons déjà fait pas mal de vidéos où nous nous posons différentes questions sur le monde magique de J.K. Rowling auxquelles nous tentons parfois d'apporter de modestes réponses ou des éléments de réponse qui n'ont pas nécessairement été fournis dans les romans de J.K. Rowling ou dans la documentation annexe ainsi que les très nombreuses notes de recherche qu'elle a pu laisser ici et là. Ces vidéos avec les vidéos personnages font partie probablement de celles que nous aimons franchement le plus écrire car elles nous permettent vraiment de nous poser des questions qui vont un peu au-delà de ce que l'on peut produire d'habitude comme contenu. Aujourd'hui, on a voulu revenir encore une fois sur une des 3 reliques de la mort. Vous savez l'importance qu'ont les reliques de la mort dans l'histoire de Harry Potter et plus largement d'ailleurs dans l'histoire du monde magique puisque l'on sait qu'elles ont pendant très longtemps été au cœur des recherches d'Albus Dumbledore et de Gellert Grindelwald et puis qu'elles ont mené évidemment en partie, vous le savez, à la guerre entre sorciers dont nous sommes les témoins dans la saga des animaux fantastiques. Quand on parle des reliques de la mort, généralement, il est vrai qu'on pense davantage à la baguette de Suro plutôt qu'aux autres reliques. Il est vrai que la cape d'invisibilité est devenue un objet finalement auquel nous nous sommes habitués depuis Harry Potter à l'école des sorciers et qu'on peut même dire que c'est devenu un objet assez commun au final. Et la bague des Gaunt est un objet qui apparaît en fait très tardivement puisqu'on ne la voit apparaître que dans les événements se déroulant dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Il était donc important, à notre sens, de revenir peut-être encore une fois sur cette relique dont on vous avait déjà parlé sous l'aspect de l'objet et de l'histoire même de cette bague. Il y a déjà maintenant quelques années, ça commence à faire, mais cette fois-ci, on va véritablement se concentrer sur une dimension à la fois un peu plus mythologique, tout en étant plus profane, ce qui est assez paradoxal, on vous l'accorde, mais on va essayer d'aller un peu plus au fond. Vous le savez, et si vous nous suivez depuis un petit moment, nous ne sommes pas toujours persuadés, assez loin de là même, de la réelle importance et du réel pouvoir censé être illimité des reliques de la mort. Alors, certes, la baguette de Suro semblait renfermer un pouvoir supérieur à d'autres baguettes. Le pouvoir des 2 autres objets, que sont la bague et la cape, certes immenses, ne sont pas non plus, à notre sens, des pouvoirs extraordinaires, puisque on va dire qu'ils ne sont pas dans la capacité de réaliser de véritables miracles et de véritables prouesses qui ne pourraient pas être atteintes par un autre type de magie. Nous ne sommes pas non plus des fanatiques de l'idée ou de cette théorie d'une superpuissance conférée à un sorcier ou à une sorcière par la possession simultanée des 3 reliques de la mort. Pour nous, cela fait davantage partie d'une espèce de légende, de mythe, entre guillemets, puisque cette idée de maître de la mort correspond plus, on va dire, à un caractère légendaire qu'à un véritable caractère logique. Symboliquement, d'ailleurs, on sait que Harry Potter a été le propriétaire de manière simultanée des 3 reliques de la mort et il ne s'est pas passé grand-chose qui n'aurait pas pu se passer à un autre moment. Alors, est-ce que les reliques de la mort confèrent une immortalité ? Là aussi, pour nous, il y a un doute, vu déjà, d'une part, la traînée de sang qui dégouline littéralement derrière la baguette de Suro, par exemple, tout au long de son histoire. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'on aurait pu vous citer tout un tas d'autres arguments dont vous avez déjà parlé dans une autre vidéo. Vous l'aurez compris, ici, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas là-dessus qu'on va s'attarder, on va essayer de parler un petit peu d'autre chose. La bague des Gaunt, c'est toujours un peu d'ailleurs le parent pauvre lorsqu'on parle des reliques de la mort. C'est vrai que c'est quelque chose dont nous ne parlons que très peu pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, c'est que cette relique est celle à la fois qui bénéficie d'une des meilleures traçabilités de l'histoire, mais c'est aussi une des reliques qui a disparu à la fin des années 40 pour ne réapparaître en fait que très tardivement. Traditionnellement, c'est aussi la relique à laquelle on prête le moins d'importance car il est vrai que son pouvoir ne se situe pas exactement sur le même plan que les 2 autres reliques. Son pouvoir est à la fois plus sensible et nécessite aussi d'être concerné en réalité par la mort. Pour une personne, par exemple, insensible, à la perte d'un proche ou à la perte de quelqu'un de sa famille, on peut imaginer assez facilement que cette relique ne représenterait que très très peu d'intérêt, voire même qu'elle n'en représenterait absolument aucun. Nous n'avons d'ailleurs pas de preuves tangibles qui nous permettent de dire de manière absolument irréfutable que Marvolo ou Morfingott n'aient vraiment pris conscience du pouvoir de cette bague à un moment ou à un autre de leur histoire de possession de la bague. Alors évidemment, ils connaissaient l'ascendance de cette bague, venant en ligne directe du second frère Pelvrel, puisqu'elle était frappée aux armoiries des 3 frères, mais il ne semble pas très clair que le pouvoir renfermé par la bague n'ait été exploité véritablement par les 2 derniers des Gaunt, et encore moins par Merope ou Tom Jedusor.
On sait que dans les dernières années misérables des Gaunt, dans cette espèce de masure qu'ils habitaient près de Little Angleton, la seule chose qui comptait, c'était de préserver à tout prix les 2 dernières reliques en fait d'un passé glorieux pour une famille glorieuse, c'est-à-dire le médaillon de Salazar Serpentard, dont ils sont les descendants directs, et la bague des Gaunt. Inutile de dire que la vente à prix honnête de l'une des 2 reliques aurait suffi d'ailleurs à sortir les Gaunt de la misère pendant un petit temps, mais il était évident que c'était quelque chose qui relevait, on va dire, de l'impossibilité complète et totale, aussi bien pour Vologan que pour Morfington, de vendre et de se séparer de ces trésors familiaux, quitte d'ailleurs à tout perdre définitivement, ce qui va être le cas. Quand Tom Jedusor va entrer en possession de la bague des Gaunt, on ne sait pas exactement à quel moment il réalise qu'il s'agit de l'une des 3 reliques de la mort. De toute façon, ce n'est pas celle qui l'intéresse d'une part, et d'autre part, soyons honnêtes, ce n'est pas non plus celle dont il veut se servir. On ignore d'ailleurs s'il a même essayé de s'en servir. Après tout, il a toujours méprisé son père, qu'il va lui-même assassiner, ainsi que ses grands-parents paternels. Il n'a que du mépris pour sa mère. Donc, quelque part, spontanément, on aurait un peu de mal à imaginer une discussion entre Tom Jedusor, déjà sur une bien mauvaise pente à cette époque-là, et pourquoi pas, disons-le, une fantomatique Merope Gaunt, qui aurait bien eu du mal en fait à expliquer que la naissance de son fils était issue de ce qu'on pourrait qualifier d'un véritable viol sous emprise chimique. Ce qui est certain, par contre, c'est que Tom Jedusor, futur seigneur des ténèbres, accorde quand même une certaine valeur à cet objet, non pas forcément par l'aspect familial, car nous avons bien compris que ce n'était pas franchement le genre de la maison, on va se le dire honnêtement, ni le style du personnage, mais parce qu'il s'agissait d'un objet ancien, de valeur, et qui semblait contenir une magie suffisamment puissante pour mériter d'accueillir une partie de son âme. Rappelons que Lord Voldemort a fait le choix, pour conserver ses fragments d'âme, de se fier à des objets qui avaient soit une importance affective pour lui, comme son journal intime par exemple, ou une importance dans l'histoire du monde magique, et notamment de la fondation de Poudlard. On sait qu'il aura profané notamment le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe d'Helga Poufsouffle et le diadème de Rowena Serdaigle. La bague des Gaunt, vous l'aurez donc compris, rentre évidemment dans cette logique-là de manière totalement, on va dire, irrémédiable. Maintenant que nous avons fait ce petit récapitulatif, nous allons en venir à notre histoire du jour, à savoir celle de savoir pourquoi la bague des Gaunt n'a pas été détruite au moment de la destruction de l'Horcrux. Alors, on sait généralement que la très grande majorité des Horcrux ont été littéralement détruits ou très gravement endommagés au moment de la destruction de ces derniers. Si on fait aussi, là aussi, un rapide résumé, on se souviendra que le journal intime de Tom Jedusor a été détruit en très grande partie par un crochet de basilic infesté de venin de ce dernier et qu'il n'en restait plus grand-chose à l'issue. Le médaillon de Salazar Serpentard a été pulvérisé par la puissance de l'épée de Gryffondor, tout comme Nagini qui a littéralement été décapité. Le diadème de Rowena Serdaigle et la coupe d'Helga Poufsouffle ont eu aussi droit à un coup de crochet du basilic et aux dégâts du sortilège du feu démon pour ce qui concerne le diadème. Bref, de ces objets magiques, il ne restait plus rien, ou en tout cas quasiment plus rien du tout. En fait, il existe 2 exceptions à cette règle. La bague des Gaunt, vous l'aurez compris, ainsi que Harry Potter, dont on conviendra qu'il répond à des logiques forcément différentes dans la mesure où Voldemort ne comprenait pas nécessairement d'une part que Harry Potter était un Horcrux et donc qu'une part de son âme par définition était enfermée dans le cœur d'un jeune collégien dont il ne comprenait absolument pas comment il pouvait se montrer être aussi agaçant et résistant à ses attaques. En réalité, c'est justement parce que la destruction en fait de ces 2 Horcrux répond à des logiques différentes que l'on peut penser que réside le secret de la conservation des pouvoirs de la seconde relique de la mort. Reprenons par le commencement pour être un petit peu plus clair. Tom Jedusor, on le sait, entre en possession de la bague des Gaunt, qu'il va exhiber quelque temps avant de la profaner et d'enfermer à l'intérieur de cette dernière un morceau de son âme. Au moment de la première guerre du monde des sorciers, il semble important à Voldemort de commencer à cacher ses Horcrux afin d'assurer sa sécurité. C'est ainsi qu'il va commencer à dissimuler dans différents endroits les Horcrux. Ces dissimulations, Nagini et Harry Potter mis à part, vont généralement répondre à des logiques qui sont inhérentes à son vécu. Le médaillon de Salazar Serpentard reposera dans la caverne où il terrorisait les jeunes enfants de l'orphelinat auquel il appartenait et où il se frottait donc pour la première fois aux forces du mal et aux ténèbres qu'il habitait. Le diadème de Rowena Serdaigle va être dissimulé dans la salle sur demande qu'il a probablement, on imagine, parcouru très largement durant toute sa scolarité.
Il va aussi faire un choix pour le moins étonnant, dont un au moins aurait pu être rétrospectivement un bien mauvais choix, celui de confier 2 des fragments de son âme à des alliés qu'il pense être à ce moment-là les plus fidèles, c'est-à-dire Bellatrix va se voir confier la coupe d'Helga Pofsuf qui sera placée en sécurité à Gringotts, bon choix, et le journal intime sera confié à Lucius Malfoy qui sera le premier à chercher à se débarrasser de cet objet gênant dont il ne sait pas grand-chose mais qui ne lui inspire rien de bien positif, en tout cas que c'est un objet gênant. Le but était évidemment que ce journal soit distribué à un moment ou à un autre, mais c'était en tout cas évidemment pas sans l'ordre express de Voldemort, et donc en cela on peut dire que Tom Jedusor a fait un bien mauvais choix. Quant à la bague, on sent que la recherche de son emplacement répond à la fois à un tâtonnement, car c'est peut-être en fait l'emplacement le moins recherché, mais qui répond aussi à une certaine logique, puisque c'est en fait de là d'où elle vient. La bague, on le sait, va être dissimulée dans les ruines qui demeurent de la masure des Gaunt à Little Angleton. Après la mort de Marvolo, l'emprisonnement de Morphine et sa propre mort, ainsi que celle de Mérope, la masure, qui était déjà une ruine, n'a fait que se dégrader, évidemment, vous l'aurez imaginé. Alors, on aurait pu imaginer qu'à un moment ou à un autre, cette ruine disparaisse pour être remplacée par autre chose, une autre construction, etc. Voldemort a cependant plus d'un tour dans son sac, et sait parfaitement assurer la sécurité de ses Horcruxes lorsqu'il fait le choix de les dissimuler à l'extérieur, par exemple, de Poudlard. Le médaillon de Salazar Serpentard est, on le sait, doté de très nombreuses protections, entre le tribut de sang, le lac infesté d'Inferi, constitué patiemment année après année, la boisson du désespoir et l'impossibilité de ressortir dans un état physique aussi diminué. On sait que c'est Albus Dumbledore qui, en se mettant à la recherche du passé et des traces et des origines laissées par Lord Voldemort, va identifier que cette relique se trouve dans l'ancienne maison familiale à Little Angleton. Albus Dumbledore n'est pas n'importe quel sorcier, c'est un sorcier dont la puissance est absolument magistrale et dont la connaissance magique semble presque être sans limite. En pénétrant dans ces lieux abandonnés depuis une 50aine d'années, il ressent nécessairement que quelque chose de particulier est à l'œuvre ici. Et comme à chaque fois où Voldemort a laissé son empreinte, ou les endroits, en tout cas, entre guillemets, où son empreinte demeure, on sait tout de suite que l'ambiance des lieux dégage suffisamment de mauvaises ondes pour éloigner les visiteurs indésirables, comme les animaux par exemple, et c'est encore plus vrai avec les humains. Alors, évidemment, il en faut beaucoup plus à Dumbledore pour prendre la fuite. Compte tenu du fait qu'il peut établir de manière évidente que Voldemort ne réside pas dans ces ruines et qu'il y perdure une magie puissante, c'est que quelque chose de particulier y demeure. Il confiera lui-même à Harry Potter, durant les entretiens privés qui figurent dans le récit de Harry Potter et le prince de sang mêlé, cette logique-là, et on ne peut que y souscrire totalement. On sait que Dumbledore ne cherchait pas véritablement la bague des Gaunt, malgré le fait que l'on connaisse l'appétence, on va dire, dangereuse de Dumbledore pour les reliques de la mort. Ce n'était pas sa première priorité. En l'occurrence, il enquêtait sur le passé de Lord Voldemort afin de mieux comprendre son ennemi, et ça c'était quelque chose de très important. Dumbledore explique à Harry Potter que Voldemort avait dissimulé la bague peu de temps après et avoir caché une partie de son âme, renonçant ainsi à la porter après de nombreuses années. De nombreux enchantements protégeaient cette bague pour qu'elle ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Une fois les enchantements détectés, on peut imaginer évidemment que Dumbledore va se montrer suffisamment habile pour se procurer la bague. Alors, évidemment, il comprend probablement de manière totalement immédiate que cet objet, en plus d'avoir un lien très fort avec le passé de Lord Voldemort, mais surtout que cet objet est quelque chose qui dépasse, franchement, de très loin tout ce qu'il avait pu imaginer, mais qui va le renvoyer aussi à une période de sa vie qui n'est pas forcément la période la plus agréable et la plus simple à vivre. Rappelons, si c'est nécessaire, qu'Albus Dumbledore a consacré toute une partie de sa jeunesse et de sa vie à enquêter et à courir derrière les reliques de la mort. Alors, s'il sait que la baguette de Suro en est l'une des composantes et qu'il est en possession de la cape d'invisibilité des Potter pendant un temps, on sait cependant qu'il n'avait jamais réussi à mettre la main sur la dernière relique de la mort.
En l'occurrence, il n'a que très peu de doute maintenant que l'objet est en sa possession. Bien entendu, il en perçoit forcément à un moment ou à un autre les résonances maléfiques. Mais ce n'est pas ce qui le préoccupe sur le moment. On sait que Dumbledore est un homme qui a un rapport au pouvoir qui est très particulier. Nous en avions déjà parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs spécifiquement dédiée au sujet de cette relation. Mais pour ce qui concerne les reliques de la mort, on va se parler très honnêtement, à cet âge qui est celui de Dumbledore, ce n'est plus tellement le pouvoir qu'il recherche. Il a appris de ses erreurs, de ses errements, ses erreurs de jeunesse sont derrière lui, et il ne reste plus en fait chez lui que les regrets éternels dont on sait qu'il ne réussira jamais véritablement à se départir jusqu'à la fin de sa vie. En l'occurrence, la mort de sa jeune sœur, Ariana, fut un drame et le demeure pour Dumbledore et c'est totalement compréhensible. Son étude, très poussée de l'histoire des reliques de la mort, fait qu'il connaît pertinemment le pouvoir de cette relique et c'est bien là le problème. Contrairement à ce que nous pensons généralement, Albus Dumbledore n'est pas infaillible, très loin de là, au contraire, c'est même quelqu'un dont les failles sont parfois béantes, et surtout lorsqu'il s'agit de sujets aussi complexes d'une part, et avec l'âge avançant, disons-le, tout devient de plus en plus compliqué. Pourtant, Dumbledore aurait dû se méfier, lui qui a dû patiemment déjouer tous les sortilèges de dissimulation et de protection placés autour de la bague pour la découvrir et se la procurer. Résister à la tentation n'est pas quelque chose d'aisé, c'est même généralement le plus grand défi qui nous est imposé au quotidien. Dans cette bague, finalement, ce qu'il visualise avant tout, c'est surtout sa capacité à ramener un semblant de vie dans des proches qui sont disparus. Ses pensées sont forcément tournées vers Ariana, vers sa mère, vers son père. C'est ainsi que lui vient donc cette très drôle d'idée d'enfiler la bague à l'un de ses doigts, et on sait que cette idée, bien que assez étrange, sera évidemment funeste. Et d'ailleurs, très rapidement, Dumbledore va comprendre qu'une magie très particulière est à l'œuvre et va devoir utiliser, comme il le dit lui-même, ses prodigieux pouvoirs pour échapper aux maléfices et retourner à Poudlard. On sait que Severus Rogue trouvera son directeur très mal en point et parviendra, on l'imagine, grâce à sa connaissance intime de la magie noire et des potions, à retarder les effets du maléfice en contenant globalement les dégâts à la seule main d'Albus Dumbledore, même si l'on sait qu'il est de toute façon désormais condamné à mourir de manière assez rapide puisque les effets du maléfice sont beaucoup trop puissants et ne peuvent être annulés. Albus Dumbledore, dans la discussion qu'il a avec Harry Potter sur ce sujet, précise bien que sa survie est passée à un cheveu, mais il ne s'attarde clairement pas sur la manière dont l'Horcrux a été détruit. Cette information ne figure en effet pas dans l'intrigue de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, encore moins dans l'adaptation cinématographique dont on sait qu'elle se rapproche davantage de l'incident scénaristique et industriel que de la véritable adaptation. C'est en réalité en fait un autre directeur de Poudlard qui va nous apporter l'information des conditions qui ont mené à la destruction même de cet Horcrux. En effet, on apprend dans les événements de Harry Potter et les reliques de la mort, par la voix du tableau de Phineas Nigellus Black, personnage dont nous vous parlions d'ailleurs récemment dans une vidéo spécifiquement dédiée à ce directeur de Poudlard, que c'est bien à l'aide de l'épée de Godric Gryffondor, qui était à cette époque-là dans le bureau directorial, qu'Albus Dumbledore va briser l'Horcrux. Alors, c'est la première fois que l'épée de Gryffondor détruit un Horcrux, mais ce ne sera pas la dernière puisqu'on sait qu'elle servira notamment à détruire le médaillon de Serpentard ainsi que Nagini un peu plus tard dans l'histoire. Son utilisation est assez logique dans la mesure où le combat qui a opposé Harry Potter au basilic dans la Chambre des Secrets n'a fait qu'augmenter la puissance magique de cette épée déjà prodigieuse. On ignore pour le coup la temporalité exacte qui a mené à la destruction de la bague, mais on peut imaginer que Dumbledore n'aura franchement pas attendu très très longtemps après son retour à Poudlard pour se débarrasser de cet objet. Demeure cependant une vraie question, qui est de savoir pourquoi la pierre de résurrection a survécu à l'attaque de Dumbledore et à la puissance de l'épée de Gryffondor. Alors, pour être assez franc, il est assez difficile de trouver la réponse à cette question dans la mesure où, on l'a vu, comme on vous le disait précédemment, la plupart du temps, les Horcruxes détruits ne finissent généralement pas du tout en bon état et sont même parfois perdus. En l'occurrence, là, la pierre de résurrection semble avoir conservé totalement son pouvoir. On ne sait d'ailleurs pas si Dumbledore aura eu encore recours à l'utilisation de la pierre a posteriori de la destruction de l'Horcrux, même si nous pensons que cette situation est probable et même assez évidente. Nous ne pouvons pas en avoir cependant la confirmation en l'absence évidemment d'une quelconque base documentaire établie par J.K. Rowling sur ce sujet.
Pour expliquer ce phénomène, nous en sommes donc réduits forcément à faire des hypothèses. Et les hypothèses, vous savez, parfois elles ne sont pas toujours, elles tiennent pas forcément toujours la route, mais en tout cas pour nous, c'est ce qui paraît le plus logique. En l'occurrence, la théorie qui nous semble tenir le plus facilement la route, c'est de considérer que si la légende des trois frères est bien réelle et que ces artefacts ont bien été fabriqués par la mort elle-même, la magie qui constitue et habite la baguette, la cape et la pierre est donc bien supérieure à toutes les autres formes de magie que nous pouvons observer dans Harry Potter, et que même si Voldemort demeure un sorcier aux immenses capacités, il n'en reste pas moins inférieur à la mort qu'il a osé lui-même défier. Si l'on repart de la base de l'histoire, on sait que la mort donne au second frère Pévrel une pierre. Le conte ne fait jamais état du fait que la pierre a été montée d'ailleurs ensuite sur une bague, signe qu'il est possible que pour des raisons de commodité, le montage ait été réalisé a posteriori par les descendants des Pévrel ou même par la famille Gaunt. Voldemort a hérité entre guillemets de la bague une fois montée et n'a probablement pas réussi à pervertir l'ensemble de l'objet. Il n'a peut-être réussi à pervertir que le métal de la bague, qui a d'ailleurs disparu dans les reliques de la mort pour ne laisser apparaître que la pierre. Pervertir un objet créé par la main de l'homme ou par des gobelins semble quelque chose de tout à fait à portée de main. Pour ce qui est d'un objet qui aurait été fabriqué par la mort, là évidemment on peut se poser différentes questions. Nous, c'est notre théorie évidemment que l'on privilégie. Il n'y a pas dans Harry Potter évidemment de plus grand pouvoir que la mort, mais on peut imaginer que la dimension aussi de la mort, qui est entre guillemets sublimée dans le conte des trois frères, fait aussi que la magie nécessairement qui en émane est une magie qui est très particulière. D'ailleurs, on sait que la cape d'invisibilité de Harry Potter répond aussi à des logiques différentes d'autres capes d'invisibilité, comme c'est le cas avec la baguette de Suro, qui, soi-disant, serait évidemment plus puissante. Bref, tout ça fait que de toute façon, il y a un mystère autour de cela. Nous, à notre sens, il était compliqué pour Voldemort d'avoir des pouvoirs qui allaient au-delà de la mort, au-delà finalement de quelque chose qui apparaît très extra-humain par rapport à l'humanité, même si elle est diabolique de Lord Voldemort. De manière assez évidente, pour nous, il n'a pas réussi à pervertir suffisamment la pierre de résurrection pour en faire un Horcrux à part entière. Alors peut-être que le métal était un Horcrux en tout et pour tout, mais ce n'était pas le cas de la pierre de résurrection, et c'est d'ailleurs la pierre de résurrection que va trouver Harry Potter dans le Vif d'Or, et non pas le montage. Donc voilà, grosso modo, à peu près ce qu'on pouvait imaginer comme élément de réponse pour cette petite question que l'on se posait. Donc voilà, on espère que notre réponse vous aura convaincu. Dites-nous, vous, dans les commentaires, quelles sont un peu vos théories, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie ou pas du tout, et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures, et on compte sur vous évidemment pour nous laisser un petit like, ça nous encourage toujours à créer de nouveaux contenus. À très bientôt.